Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour un oldies. Un film de 1995, Casper le petit fantôme, inspiré de la bande dessinée publiée par Harvey Comics. Adapté en images de synthèse pour la première fois, ça raconte l'histoire d'un parapsychologue qui se nomme d'ailleurs Harvey, et de sa fille Kate, engagée pour venir chasser les fantômes dans un manoir abandonné, sans savoir que celui-ci recèle un trésor dissimulé et convoité par la propriétaire. C'est une comédie fantastique réalisée par Brad Silberling, dont c'était le tout premier film, avant d'enchaîner sur La Cité des Anges avec Nicolas Cage et Meg Ryan, ainsi que Moonlight Mile avec Dustin Hoffman et Jake Gyllenhaal, puis Les désastreuses aventures de Baudelaire avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law. Il n'a jamais véritablement pu donner de l'ampleur à sa carrière et s'est contenté toutes ces années de réaliser de la série TV. On retrouve au casting la belle Christina Ricci, connue dans la famille Addams, ainsi que Bill Pullman, avec des débuts dans l'horreur, le thriller, puis les romances, comme Nuit blanche à Seattle, ou L'amour à tout prix aux côtés de Sandra Bullock. Et bien sûr qui fut si célèbre pour son discours quelques années plus tard dans Independence Day. Pour les voix des trois fantômes, des habitués du doublage, surtout d'animation, Joey Nipote, Joey Alaskey et Brad Garrett, ainsi que Malachi Pearson qui reprend la voix de Casper comme dans la série, mais aussi Devon Sawa pour la forme humaine, qui aura surtout su se faire connaître par la suite dans le premier Destination Finale, et qui avait déjà joué aux côtés de Christina Ricci la même année que Casper dans Souvenirs d'été. On peut également mentionner Cathy Moriarty, nom très intéressant, qui fut la fameuse Vicky la Motta dans Raging Bull de Scorsese, et qui continua surtout avec des comédies comme Panic Florida Beach de Joe Dante. Elle forme ici dans Casper un binôme plutôt comique avec une star, rien de moins que l'un des membres des Monty Python, Eric Idle. Casper fait partie de ces films ultra référencés. On y retrouve du Apocalypse Now, Le Magicien d'Oz, Les Contes de la Crypte, Superman, Terminator, Roger Rabbit, ainsi que le prêtre dans L'Exorciste. Il y avait également une scène de Poltergeist, mais qui a été coupée au montage. On peut également noter la présence en caméo de Dan Aykroyd dans le rôle du docteur Raymond Staines, des SOS Fantômes, comme si ça se passait dans le même univers, ainsi qu'une drôle apparition de Clint Eastwood et de Mel Gibson. Simple et efficace, c'est un film de qualité, très agréable à regarder avec pas mal de répliques, de punchlines, de gags visuels utilisés sur les propriétés physiques des fantômes, et il faut le dire, un côté assez cartoonesque, notamment avec les trois oncles qui pourront autant amuser le spectateur que l'exaspérer. Les animations spectrales sont plutôt bien faites et surtout bien incrustées dans le déroulement du film, fonctionnant toujours aussi bien après tout ce temps. Les acteurs ont fait un excellent travail en jouant malgré l'absence physique des fantômes, tout comme leurs interactions avec les objets réels est remarquable. Il y a très peu d'effets spéciaux, tout ayant été joué dans ce somptueux décor. Certains le verront comme mignon et sans ambition, avec ce côté très années 90 et ses invraisemblances. Mais même ceux qui gardent une réticence ne peuvent que remarquer ses qualités indéniables, que ce soit dans les thématiques, les effets spéciaux, l'humour ou cette ambiance d'Halloween, avec cette maison aux allures de train fantôme. Qui n'aurait pas rêvé de faire ce parcours en fauteuil motorisé dans sa propre maison ? Comme beaucoup de films à l'époque qui ont souffert de tournages difficiles ou de réajustements de dernière minute, avec des improvisations, des rallonges de budget, des délais à respecter, un réalisateur remplacé sur le qui-vive, le résultat n'est donc pas forcément abouti dans l'idée d'origine, mais constat est que ces productions savaient parler à la jeunesse, brassant pas mal de thématiques rendues très accessibles tout en nous invitant à l'émerveillement. Casper est l'exemple même de ce genre de film disparu de nos jours, qui reste gravé dans les mémoires. Même si au premier abord on n'en a pas l'impression,
Derrière cette fantaisie divertissante se dissimule une histoire touchante. Le deuil, le chagrin, la solitude, les questions que l'on se pose sur le monde d'après, ce qu'il advient ou reste des esprits, mais aussi des vivants. C'est comme ce vide que l'on cherche inlassablement à combler, apportant une touche philosophique sur la valeur et le sens de la vie. Chercher des réponses ou demeurer dans la souffrance permet de conserver, de figer une émotion pour continuer de la faire exister. Un fantôme peut être perçu comme un résidu émotionnel contenu dans un lieu, qui attend qu'une personne puisse la ressentir, pour être écoutée et libérée, mais surtout jamais oubliée. Le film parle d'une quête inachevée, une dernière tâche à accomplir avant de rejoindre l'au-delà, comme les vivants qui sont encore en peine devant faire leur deuil, et laisser l'esprit regagner l'autre monde. Ça peut faire penser au film Ghost de Jerry Zucker. Ainsi, les fantômes du manoir sont l'aspect fantastique du film, devenant par extension la métaphore de ce que ressentent et représentent les deux personnages. D'un côté les adultes, cultivés mais cyniques, réfléchis mais loufoques, et de l'autre, timides et sensibles, l'innocence et la fragilité de l'enfance. Père et fille sont isolés, devenus des marginaux, ayant bien du mal à s'intégrer à la société. Là où le père tente de garder les pieds sur terre, avec logique et raison, il va complètement lâcher prise dans un acte manqué, et passer de l'autre côté, oubliant complètement le lien avec la réalité. À contrario de Kate, qui grandit et se responsabilise, pleine de générosité et de serviabilité, comme Casper. Pendant que l'un devient fantôme, l'autre s'humanise. En cédant l'un l'autre, c'est comme s'ils cédaient eux-mêmes. Le manoir est un personnage à part entière, hanté et malmené, qui attend lui-même d'être réanimé. Vaste et étendu où chaque pièce invite à une nouvelle aventure, avec ses passages et ses secrets, ses inventions diverses et variées, jusqu'aux projets antiques et mythiques. Il semble être là, comme posé au milieu du monde, jouant le monde, alliant le rêve, la sorcellerie et la technologie dans une sorte de magie-science pour ne faire qu'un. Ce manoir est aussi noir que rempli d'espoir. C'est un conte de fées gothique et mélancolique où la quête d'un trésor va mener aux frontières de la vie et de la mort. Ce trésor au plus profond du manoir est comme ce qui se dissimule au plus profond de soi, accessible qu'en résolvant ses propres mystères. La machine Lazarus, nichée au fond du manoir, permet de revenir à la vie. C'est comme le passé qui remonte à la surface. Quelque part, ramener ses morts à la réalité, c'est vivre dans le passé. Il y a presque un aspect orphéen dans le parcours de Casper, dans le sens que, tel Eurydice, sa résurrection étant déjà en soi une illusion, et que sa transformation ne pouvait être que psychique et symbolique. L'apparition de la mère est telle un ange qui récompense le sacrifice de Casper en exaucant un vœu. Ça peut faire penser un peu aux apparitions spectrales et vertueuses des Jedi, comme Yoda et Obi-Wan, par opposition au côté obscur en quête d'immortalité, avec cet élixir permettant de prolonger l'existence dans une forme contre nature. Il y a pas mal de personnages avec une moralité différente, pour nous permettre d'appréhender les différences et de voir au-delà des apparences. Le véritable trésor devient ce geste d'amour absolu que fait Casper, qui offre son propre bonheur pour le bien d'autrui. Il y a cette forme de résilience, d'acceptation, comme dans La Belle et la Bête, qui libère sa prisonnière pour qu'elle puisse retrouver son père. Le sacrifice des fils qui s'autocondamnent au nom du père. En termes de référence, on peut aussi retrouver chez la méchante un côté Cruella d'enfer, où Jafar se faisant piéger par ses propres désirs, ainsi que la fée qui vient récompenser Pinocchio, et bien sûr, comme dans Cendrillon, Casper est tantôt le larbin de 3 personnages indigestes, tantôt il est invité et convié au bal, avec la fameuse autorisation de minuit.
Même si ça peut faire rire, c'est un passage que j'ai toujours trouvé très beau. Rien que le fait de pouvoir s'incarner pour exister à nouveau, ça peut donner le frisson. C'est une scène très juste dans son propos, développée avec sagesse et délicatesse, et bien que légèrement macabre, ça nous envahit de poésie. Je me souviens avoir été fasciné par ce jeu du corps et de l'esprit, de ces émanations qui demeurent auprès de nous pour toujours, et du trésor qui permet de ramener à la vie, ou plutôt de donner vie à ses rêves. Il y a comme une forme d'éveil de la conscience, qui rend analogue le rapport que l'on a avec le monde invisible et le cinéma, vecteur d'émotions, d'empreintes temporelles qui gît au plus profond de soi, dans son enfance. À l'image de Casper, ce Peter Pan, fantôme d'un temps passé et oublié, qui nous invite à l'imaginaire, à raviver cette force éphémère pour nous inspirer, danser et voler dans un instant d'éternité. Je finirai sur la musique de James Horner, dont quelques notes suffisent pour nous émouvoir, comme la piste One Last Wish, dont on ressent tellement d'authenticité, comme s'il était parvenu à exprimer les sentiments de Casper, tout en restant à son échelle. Il y a aussi la chanson sur le slow, Remember Me the Way de Jordan Hill, qui est également excellente, et porte en elle le charme et le drame de Casper. Voilà pour ce film de mon enfance qui est toujours aussi plaisant à revoir. Amusant, intelligent et bienveillant, fait avec le cœur et de bons acteurs, c'est une œuvre qui hantera pour toujours nos âmes d'enfants. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.